Comme je le disais, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Xavier Crétier, qui est professeur des universités à Sciences Po, Saint-Germain-en-Laye. Il est membre du CESDIP, il est professeur de sciences politiques, il est notamment spécialiste de la violence politique. Parmi ses nombreuses publications, j'en citerai que quelques-unes, et j'aimerais aussi préciser que vous êtes, alors vous me direz, hein, c'est une des informations que j'ai trouvées à votre propos, vous êtes membre de l'Observatoire des radicalismes politiques. En fait, je ne suis plus. D'accord, bon, mais vous l'avez été. Mais en tout cas, voilà. Ça montre tout le pédigré académique de votre profil, si je puis dire. Parmi vos publications, on peut notamment citer La France rebelle, tous les foyers, mouvements et acteurs de la contestation, publié avec Isabelle Sommier en 2002. Vous avez aussi écrit un rapport, je crois, qui s'appelle Radicalisation, donc processus du basculement ou basculement avec Bilal Haïnin pour la Fondation Jean Jaurès il y a quelques années. Vous avez aussi écrit Penser la radicalisation, une sociologie processuelle des variables de l'engagement, paru en 2016. Et aujourd'hui, vous allez nous faire une conférence sur la sociologie du djihadisme, une approche prosopographique en d'autres termes. Je vous remercie et donc la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Donc oui, en effet, l'idée c'est de proposer, l'idée c'est de proposer donc une analyse un petit peu prosopographique du djihadisme français. Alors peut-être revenir 2 minutes sur qui je suis, parce que je considère que c'est toujours très important de préciser d'où l'on parle, surtout quand on parle de ces sujets qui sont des sujets évidemment d'actualité, mais aussi possiblement assez polémiques. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de l'islam, mais alors absolument pas, puisque à la base, j'ai plutôt fait ma thèse sur les phénomènes de violence politique en Corse, Pays Basque espagnol, donc ça n'avait rien à voir avec l'islam politique. Mais par contre, ça fait en effet une trentaine d'années que je travaille sur les mécanismes d'engagement violent. Je me considère comme étant un sociologue de l'action collective ou sociologue des mouvements sociaux. On a travaillé sur les mouvements sociaux, on a travaillé sur la mouvance nationaliste en Corse, sur les mouvances basques, etc. Donc j'ai, si vous voulez, utilisé la boîte à outils du sociologue des mobilisations et de l'action collective pour comprendre une autre forme d'action collective violente, c'était le djihadisme, la violence djihadiste, la violence politique du djihadisme, à partir enfin, disons, depuis une dizaine d'années en France. Voilà, donc ça c'est assez important. J'ai en particulier, donc ça a été dit, fait un rapport avec mon camarade Romain Saiz et Bilal Haïnin. On a fait un rapport en 2017 sur les phénomènes de radicalisation via des entretiens en prison avec des djihadistes incarcérés. Et il se trouve que je suis également membre du COSPRAD, qui est le comité scientifique de prévention de la radicalisation, qui est rattaché au Premier ministre. Et à ce titre, j'ai siégé avec l'ancien directeur de la mission de lutte contre la radicalité violente, à qui j'avais eu l'occasion de dire que c'était très bien de travailler en faisant des entretiens avec des djihadistes, mais on ne pouvait faire qu'un petit nombre d'entretiens par définition. On ne pouvait pas rencontrer tout le monde. Ils sont beaucoup trop nombreux actuellement incarcérés, j'y reviendrai. Et dès lors, il manquait une analyse un petit peu quantitative. Au-delà de cette analyse qualitative sur la base d'entretien, il manquait des chiffres, des données fortes, et je pense que c'est ce qui manque beaucoup dans la sociologie politique qui s'intéresse à cette question-là, des données de terrain pour essayer de comprendre qui ils sont, d'où ils viennent, à quoi ils pensent, etc. Et le directeur de la MNRV m'a dit, mais moi j'ai les données, je les ai à travers les rapports CAIR, donc je vais vous en parler, et c'est sur la base de ces rapports que j'ai travaillé, que Romain Saiz et moi-même avons travaillé. On a mis à peu près 1 an à éplucher plusieurs centaines de rapports, qui sont des rapports... Les CAIR, ce sont les quartiers d'évaluation de la radicalité dans lesquels à peu près tous les djihadistes qui sont arrêtés ou qui sont, disons, poursuivis pour une infraction dite d'AMT, association de malfaiteurs terroristes,
et qui sont considérés dans le vocabulaire judiciaire et dans le vocabulaire de la pénitentiaire comme des TIS, c'est-à-dire des terroristes islamistes. Ces gens-là sont intégrés dans des quartiers spécifiques, qu'on appelle les quartiers d'évaluation de la radicalité, où ils sont évalués pendant un certain nombre de semaines par tout un tas d'acteurs, dont des médiateurs du fait religieux, des SPIP, des éducateurs, des psychologues, qui vont produire une note de synthèse sur chacun d'entre eux. Donc, c'est une note de synthèse entre 20 et 30 pages qui est assez importante, dans laquelle il y a énormément de choses, y compris des éléments judiciaires, des éléments du dossier judiciaire. Donc, c'est sur ces dossiers CAIR, que l'on a travaillé, et on a travaillé exclusivement sur ce qu'on appelle les TIS. Alors ça, il faut bien avoir ça en tête. En France, vous avez actuellement 384 hommes. Là, je vous parle des chiffres de fin 2021. Ça peut être un tout petit peu changé. Mais enfin, vous aviez 384 hommes TIS, terroristes islamistes, incarcérés, 70 femmes TIS, et vous avez un peu plus de 650, ce qu'on appelle des DCSR, des droits communs suspectés de radicalisation. Ce ne sont pas des gens qui sont condamnés pour une AMT ou qui sont poursuivis pour une AMT, ce sont des gens qui sont poursuivis pour une infraction de droit commun, mais dont on soupçonne qu'ils soient proches de la mouvance djihadiste, ou en tout cas sensibilisés à la question djihadiste. Il faut bien avoir ces chiffres en tête, hein, c'est-à-dire que, et à cela se rajoute même un peu plus de 310 hors écrou, hors situation d'écrou. Donc, il faut bien voir qu'en France, on a un problème qui est un problème de masse, hein, et que c'est se pose en question de masse. Hein, pour vous donner des éléments de comparaison, si on prend des pays comme la Suède ou les Pays-Bas, ça se compte en quelques dizaines. Hein, et je crois même qu'aux Pays-Bas, c'est moins d'une dizaine. Donc, on n'est pas du tout à la même échelle. On a plus de 1 millier de personnes en France qui sont soupçonnées d'avoir des sympathies djihadistes, en tout cas salafistes prononcés, salafo-djihadistes, et qui sont à ce titre surveillés. Donc nous, on a travaillé sur 353 rapports exclusivement des hommes, puisque quand on a fait ce travail, il n'existait pas encore de maison CAIR, de quartier d'évaluation de la radicalité pour les femmes. Il vient de s'en créer une à Rennes. Mais voilà, on a travaillé sur 353, donc vous voyez 353 dossiers CAIR sur 384 existants, c'est quand même extrêmement représentatif de la réalité de cette menace. À l'issue de ce dossier CAIR est proposée une orientation du prisonnier à 3 niveaux. Soit en détention ordinaire, hein, il va en détention ordinaire, ce qui correspond à peu près à 65% des cas, soit en quartier de prise en charge de la radicalité, en QPR, ce qui correspond à peu près 25% des cas, soit en quartier d'isolement. C'est pour le haut du spectre, les individus qui sont considérés comme les plus dangereux par les services de la pénitentiaire, c'est à peu près 10% des cas. Donc voilà, le CAIR, c'est finalement une sorte de gare de triage, pour parler un petit peu vulgairement, des individus poursuivis pour AMT en matière de détention. Alors, ces rapports CAIR, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Je vais très vite là-dessus, mais vous avez évidemment les antécédents judiciaires de l'individu, quelles sont les raisons qui l'ont poussé à être incarcéré, sa biographie. Et là, il y a énormément de choses, d'où il vient, est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il a des enfants, de quel type de famille il est originaire, son parcours socio-professionnel, est-ce qu'il a fait des études, quel type d'études, etc. Son parcours en détention. Et une part importante, ça pourrait être d'ailleurs un élément à interroger, une part importante est donnée aux psychologues, sur des éléments de personnalité et le fonctionnement psychique de l'individu. Et ensuite, vous avez les questions de l'orientation. Il y a également, on s'est aussi appuyé sur 137 rapports des médiateurs du fait religieux. Alors, les médiateurs du fait religieux, mais je ne vais pas en parler parce que la dame qui parlera après moi en parlera peut-être mieux. Les médiateurs du fait religieux sont des gens qui ont été recrutés par la direction de l'administration pénitentiaire et qui produisent des rapports cherchant à comprendre le niveau d'imprégnation idéologique de l'individu qu'ils ont en face d'eux, mais on s'est quand même appuyé. Donc, c'est des rapports beaucoup plus succincts, qui font en général 3-4 pages, hein, donc on est loin des 30 pages des autres rapports, mais qui
permettre de mieux comprendre la dimension un peu cognitive, finalement, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. On a fait également un certain nombre d'entretiens avec des professionnels de l'administration pénitentiaire. Donc, je vous passe l'étendue des champs renseignés. Il y en a beaucoup. En fait, on a fait une base de données avec quasiment une centaine d'items sur 353 individus. Donc, ça fait un très gros fichier Excel à traiter. Alors, qu'est-ce que ça donne? Quel est le résultat de cela? Je vais peu vite parce que je sais que mon temps est limité. On a d'abord établi une cartographie que vous avez sous les yeux, une cartographie des lieux de résidence des individus avant interpellation. Alors, qu'est-ce qui apparaît dans cette cartographie? Bon, je ne sais pas s'il faut en tirer automatiquement des conclusions définitives, mais très clairement, on voit une prédominance des quartiers populaires, en particulier la région parisienne, le nord de la France, le bassin rhodanien, la région PACA et la région toulousaine. Prédominance des quartiers populaires, pas toujours proportionné. On le voit par exemple avec une ville comme Marseille, qui a à peu près autant de djihadistes, voire un peu moins que Strasbourg ou que Nice, pour une population 3 fois plus importante et dont la sociologie montre qu'elle est quand même peut-être beaucoup plus, en tout cas que Strasbourg, d'origine immigrée maghrébine, que précisément la corrélation entre les zones d'implantation migratoire et les zones d'implantation djihadiste n'est pas toujours bonne. Et la meilleure façon de le voir, c'est de comparer sur la région Val-de-Loire, Bretagne, Normandie. Val-de-Loire, Bretagne, Normandie, on voit qu'il y a une densité de gens issus, de djihadistes qui en sont issus, alors que ce sont les régions où la présence migratoire est la plus faible en France. Inversement, la Corse, région où la présence migratoire est importante, en particulier marocaine, et même très importante, est totalement dépourvue de présence djihadiste. Vous avez aussi certaines villes qui sont complètement ou presque inexistantes. Une ville comme Bordeaux, par exemple, qui est quand même une métropole, a très peu de djihadistes, de la même façon sur les villes de la zone atlantique, que ce soit La Rochelle, que ce soit les villes basques, etc. Et puis, vous avez un certain nombre de départements qui sont sans ancrage djihadiste. Et inversement, vous avez des micro-implantations locales qui interrogent. Que ce soit des villes comme Le Mans, que ce soit des villes comme Orléans, des zones comme le Loiret, par exemple, ou l'Ardèche, qui sont à première vue pas des zones dont on peut penser qu'elles sont touchées massivement par un phénomène djihadiste et qui pourtant voient des zones d'implantation importantes, ce qui montre qu'il y a des phénomènes de micro-implantation, d'enclaves territoriales avec un développement ici du djihadisme. Bon, voilà, la même carte, mais cette fois-ci sur les villes, plus axée sur les villes. Je passe, on pourra y revenir si vous voulez. Ces cartes, elles décrivent finalement un phénomène qui est quand même un phénomène massivement urbain, qui est confirmé par les statistiques que je vous donne ici. 37% des individus sont issus de métropoles. Et vous avez 21% d'aires urbaines. On a distingué la métropole d'aires urbaines en fonction du nombre d'habitants, plus de 200 000 habitants ou entre 100 000 et 200 000. Mais on voit que vous avez à peu près 58% de ces individus qui viennent de villes denses et 24% de villes moyennes. En fait, il n'y a que 3% de gens issus des communes rurales et 15% issus des petites villes, c'est-à-dire des villes de moins de 25 000 habitants. Donc, vous avez ici un phénomène qui est un phénomène massivement urbain, qui est réparti sur tout le territoire, ou presque, on l'a vu, ce qui peut s'expliquer par les modes de socialisation, j'y reviendrai, qui reposent beaucoup sur les réseaux Internet et les réseaux sociaux, mais qui montre aussi qu'il est peut-être nécessaire pour s'engager dans le djihadisme d'être au sein d'un réseau de socialisation affinitaire réel qui repose sur un réseau de connaissances. Bon. Sur les nationalités, pardon. Désolé, je crois que le public sur Zoom ne voit pas la presse. Ah, d'accord. Ah oui, alors là, c'est un problème s'il ne voit pas la presse. Alors. C'est quand c'est en plein écran, ça marche
Si je le réduis comme ça, est-ce que là on voit? Ouais. Ah non, on ne voit pas. Vous voyez pas? Non, non. Okay. Alors, je suis désolé. Alors, je vais essayer de voir ce que je peux faire. C'est les aléas. Alors tout à l'heure, on l'avait mis, ça fonctionnait bien, mais il y a eu un bug. Ouais. D'accord. Non, mais. Ton partage d'écran est toujours actif ou pas? Non, en principe. Alors, partager l'écran. Alors, Regarde, ouais. ouais, alors c'est celui-là. Hop. Et voilà. Voilà. Bah, c'est bon, ça marche. Oui, c'est bien. Merci. Voilà. Alors, et là, OK, voilà. Je vous en prie. Allez-y, monsieur Parfait. Fatché. Parfait. Non, non, mais c'est pas grave, mais c'est vrai que c'est Oui, très gênant c'est si bien. jamais vous ne voyez pas. Donc là, vous le voyez défiler également. Alors, c'est parfait. Oui, parce que tout à l'heure, ça a bloqué, en fait. D'accord. Donc, phénomène urbain, je le disais. Si on s'intéresse aux nationalités, là, c'est un élément assez intéressant, puisqu'on se rend compte qu'on a affaire à un djihadisme, ce que les anglo-saxons appellent un homegrown terrorism, c'est-à-dire un djihadisme domestique, finalement, puisque 81% des individus TIS incarcérés sont de nationalité française. Sur ces 80%, 13,5% ont la double nationalité, notre nationalité, mais enfin, vous avez quand même 81% de nationalité française, et même si on s'intéresse aux nationalités européennes, si on inclut les Italiens, les Suisses, les Belges, etc., on est à 87%. Donc, le discours qui a longtemps prévalu d'un djihadiste qui arriverait massivement avec les flux migratoires issus de la zone irako-syrienne est un discours, en tout cas, qui statistiquement ne se confirme absolument pas. On a un djihadisme français, en tout cas massivement français. En ce qui concerne l'âge, vous avez un âge moyen qui est de 27 ans et demi, en tout cas incarcéré, ça va de 14 ans, le plus jeune à 14 ans et le plus âgé à 67 ans, je crois, de mémoire. Donc on a une moyenne d'âge relativement jeune, puisque 27 ans et demi, c'est l'âge d'incarcération. On peut imaginer que les phénomènes de radicalisation sont évidemment antérieurs à cet âge-là, donc peut-être tourner autour de 25-26 ans, peut-être même avant. Ce qui n'est pas propre au djihadisme, l'engagement radical est une affaire de jeunes, est une affaire aussi de disponibilité biographique, est une affaire d'engagement physique, d'engagement un petit peu total, d'interrogation aussi plus générale sur la vie qui est peut-être propre à des gens jeunes, mais moi qui ai beaucoup travaillé sur d'autres engagements, comme l'engagement basque, par exemple, au sein de la mouvance de l'ETA, on voit que là, on a des engagements plus âgés, avec une moyenne d'âge beaucoup plus âgée, qui tient vraisemblablement à la force des structures militaires d'encadrement. Une organisation comme l'ETA est une véritable organisation militarisée qui prenait soin de ses militants, qui les encadrait, qui les protégeait. La durée de vie d'un État, c'était 7 ans et demi. La durée de vie d'un djihadiste, à partir du moment où il s'engage, elle est beaucoup plus faible. Précisément parce que l'État islamique n'est pas une structure militaire organisée sur le territoire français, et ça explique aussi peut-être ce plus jeune âge. Si on s'intéresse aux origines socio-économiques de la famille des djihadistes, alors là, il y a une caractéristique qui est très forte, qui tranche véritablement avec ce que l'on retrouve ailleurs dans le cas de la mouvance kurde, de la mouvance irlandaise, nord-irlandaise, basque ou corse. On a affaire à des familles issues tout de même de la pauvreté, pour ne pas dire de la grande pauvreté. Vous avez donc 6% des gens qui sont en situation extrêmement précaire, c'est-à-dire qui n'ont aucun revenu, 16% des familles qui sont issues de familles précaires, c'est-à-dire qui ont moins de 60% du SMIC. Donc on est vraiment, et vous le voyez, 32% des gens qui ont des ressources très limitées. Donc on a quand même une majorité d'individus, une majorité de familles qui sont issues du monde de la pauvreté, ce qui est évidemment une caractéristique forte, surtout au regard du taux de pauvreté moyen dans le pays, ce qui peut aussi évidemment expliquer l'attractivité du projet califal, qui repose aussi sur un projet de réalisation de soi, d'enrichissement des individus, ce qui n'est peut-être pas sans lien. Autre élément qu'on a trouvé extrêmement intéressant, c'est la cellule familiale.
alors là, il y a beaucoup de thèses, je pense en particulier à des thèses qui ont mis l'accent sur le fait que le djihadisme était particulièrement issu de monde familial totalement dysfonctionnel. Hein, et finalement, on le retrouverait massivement, et que ça pourrait être une des nombreuses variables explicatives de la dysfonctionnalité, je ne sais pas comment on l'appelle, la dysfonction de ce cadre familial. Or, on n'a pas du tout trouvé ça d'un point de vue empirique et statistique. Hein, c'est-à-dire qu'on a affaire à des familles dont vous voyez qu'elles sont, pas quasiment, pour les 2/3 d'entre elles, 75% entre assez stables à très stables, hein, avec des familles qui sont quand même issues de parents de façon dominante mariés, même si ce n'est pas toujours le cas évidemment. Donc l'équation qui tendrait à dire que l'instabilité domestique plus l'explosion de la cellule familiale expliquerait les engagements djihadistes ne se vérifie pas, en tout cas pour nous ici. Voilà, donc ça c'est un autre élément. Par contre, une caractéristique forte, c'est l'importance des fratries, alors qu'on retrouve dans beaucoup d'engagements armés, mais peut-être pas à ce niveau-là. Hein. Je pense en particulier au mouvement kurde, au mouvement kosovar, y compris d'ailleurs à la mouvance ETA que je connais bien, où vous avez eu des engagements qui s'opèrent par fratrie. Mais ici, les fratries sont évidemment très importantes, puisque vous le voyez, vous avez 22 et 6, 28% de notre corpus qui a plus de 6 frères ou sœurs. Hein, quand je parle de fratrie, c'est frères et sœurs. Et vous avez, même lorsqu'on s'intéresse uniquement aux fratries masculines, vous avez 27% des gens qui ont plus de 3 frères. Donc c'est évidemment un nombre tout à fait important. Alors, je ne sais pas automatiquement quelle conclusion en tirer, mais on le sait, hein, on s'est engagé, les frères Mera, les frères Klein, etc. Vous avez des fratries qui sont évidemment très connues, d'autres peut-être beaucoup moins médiatiques, mais c'est aussi une question d'engagement, d'un entre-soi, d'un encouragement dans la violence qui s'opère aussi via des repères connus, et les repères familiaux sont évidemment les plus encadrants. Sur le statut marital des djihadistes, on se rend compte qu'on a affaire à des gens qui sont voilà, assez fortement en couple. Vous avez 40% de célibataires, ce qui s'explique aussi en raison de l'âge, mais vous avez beaucoup de gens en couple. Et ça, c'est assez intéressant parce que... si on s'amuse à croiser la réalité du statut affectif et sentimental des individus avec les profils des acteurs, on a établi 7 profils dont je vous parlerai à la fin, mais là je suis un peu obligé d'en parler dès maintenant. On se rend compte que, et c'est assez intéressant, les 2 profils qu'on considère comme les plus radicalisés, hein, comme les plus engagés dans la tentation de la violence terroriste, sont aussi les profils qui ont la vie affective la plus stable, la vie sentimentale la plus stable. Ça me paraît particulièrement intéressant, parce que contrairement à ce qui serait finalement une idée un peu intuitive, ce n'est pas les individus les plus perdus et les plus isolés sentimentalement, affectivement et socialement qui s'engagent, c'est au contraire l'inverse. Donc le fait d'être dans une relation sentimentale, une relation affective, une relation de couple fort, ne freine pas du tout les engagements. Alors ça renverrait aussi à une étude qui a été faite par mon collègue Romain Seize, avec qui j'ai travaillé, mais qui n'est pas encore publiée, sur l'engagement des femmes djihadistes, spécifiquement, qui a travaillé sur les 70 femmes djihadistes, et qui montre très bien que les femmes djihadistes ne sont pas, là aussi, contrairement à une idée un petit peu médiatiquement répandue, des victimes ou ne sont pas uniquement, on va dire, des victimes d'une sorte de fascination pour un moudjahidine qu'elles auraient rencontré sur Internet et qu'elles n'auraient fait que suivre leur mari, mais sont souvent moteurs dans un véritable projet de vie qui consisterait à partir sur zone, en famille, avec les enfants, pour s'engager dans le djihad. Alors ça renvoie évidemment au nombre d'enfants, c'est aussi quelque chose d'important, parce que très souvent, en tout cas c'est le cas dans les autres engagements armés, le fait d'avoir des enfants freine les engagements armés.
À un moment donné, on a des enfants, on se sent responsable de ces enfants. Évidemment, l'engagement armé est peut-être beaucoup plus compliqué. Là, ce n'est pas du tout le cas. Alors, bien sûr, vous avez une majorité de gens qui sont célibataires et qui n'ont pas d'enfants, ce qui s'explique par leur jeune âge, mais vous avez quand même beaucoup de gens, plus de 43% des gens qui ont des enfants et même parfois beaucoup d'enfants. Et lorsque l'on croise, et ça les n'empêche pas évidemment de s'engager, et lorsque l'on croise la variable nombre d'enfants avec la variable départ sur zone, c'est-à-dire les gens qui sont effectivement partis sur zone de combat, eh bien là, on s'aperçoit que 40% des individus sans enfants se sont rendus sur zone de combat contre 60% des individus avec enfants. Ce qui est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que là, on voit clairement que le fait d'avoir des enfants ne freine pas dans l'engagement le plus radical qui soit, c'est-à-dire l'engagement militarisé. Au contraire, comme si finalement les enfants faisaient partie du projet califal et on s'engageait pleinement avec eux dans ce projet militarisé. En ce qui concerne la scolarité des acteurs, de la même façon qu'on a un monde issu de la pauvreté, on a un monde issu de la sous-éducation, ce qui est assez clair puisque vous avez 50% des individus qui n'ont pas le bac, qu'à 27% qui ont juste le niveau bac. En fait, on aurait dû détailler. On fait toujours des erreurs quand on fait du travail statistique, mais le problème, c'est qu'on s'en aperçoit trop tard. On aurait dû détailler ce qu'on entend par en dessous le bac, parce que vous avez celui qui est arrivé quasiment en terminale, et puis vous avez celui qui a décroché dès la fin du primaire. Donc, on a en tout cas, on a une minorité d'individus qui sont diplômés du supérieur, c'est 23%, dont 11 seulement supérieurs à bac plus 2, ce qui est bien en dessous les moyennes nationales. Alors, évidemment, ça peut renvoyer à une sorte de perméabilité des logiques un peu simplistes d'explication du monde social qui peuvent passer par des discours religieux auxquels on adhère relativement facilement parce que précisément, on n'a pas l'esprit critique nécessaire pour le mettre à distance. Et ça peut passer également, mais là, des gens dans cet amphithéâtre sont bien plus compétents que moi sur le sujet, moi ce qui m'avait frappé quand j'avais fait des entretiens avec des salafo-djihadistes, c'est-à-dire leur espèce d'obsession pour le savoir scientifique. Et d'ailleurs, il m'avait reçu en grande partie, il me le disait, j'avais beau être un couffard d'une certaine façon, j'étais avant tout un professeur d'université, donc un savant, donc un sachant, on va dire. Alors certes, on n'a pas la même conception, eux et moi, de ce qu'est la science, mais en tout cas, il y avait un respect pour le sachant. Bon, et il me semble que cette obsession scientiste contre l'ignorance qui est fondamentale dans le monde djihadiste, elle peut s'expliquer, elle peut expliquer cette attractivité de gens qui sont très peu diplômés pour l'accès à un savoir. C'est un peu ce que Georges Lavaux avait expliqué quand il avait travaillé sur le Parti communiste français dans les années 50. Le Parti communiste français attirait énormément des militants parce que c'était aussi une des rares organisations qui faisait du savoir, qui produisait une véritable université pour des gens qui étaient souvent sous-diplômés. Bon, je ne sais pas si le parallèle ferait beaucoup plaisir aux communistes. Mais enfin. Un autre élément qui... alors là, qui est intéressant, c'est sur les faiblesses psychiatriques. C'est intéressant parce que, je vous l'ai dit, dans ces rapports, la place des psys est véritablement centrale, dans le sens un peu trop centrale. C'est-à-dire que très souvent, quand c'est les salafos-djihadistes, on dit c'est des fous. Moi, j'ai assisté à tous les procès de 1995, les gros procès ETA en 1995, il n'y avait pas de psy. Il n'y avait pas de psy dans les procès terreaux. On ne cherchait pas à savoir si les États ils étaient fous ou pas fous. Alors que les djihadistes, oui, on cherche à essayer de comprendre pourquoi, s'ils sont fous ou pas. Les troubles psychiatriques sont très faibles. Vous avez 8% de gens qui ont des troubles psychiatriques avérés, ce qui est déjà beaucoup, mais ce qui est loin d'être une majorité. Vous avez donc 92% des gens qui sont aussi sains que vous et moi, en tout cas d'un point de vue psychiatrique. Et même les fragilités psychologiques sont relativement faibles ou nulles pour plus de 85%. Je ne suis pas sûr qu'à l'université française, on ait les mêmes chiffres. Donc, voilà. Donc, ça serait un petit peu rapide, à mon sens, de dire on a affaire à des fous. Non, je pense qu'on n'a précisément pas du tout affaire à des fous. Par contre, c'est vrai qu'on a affaire, ça c'est un élément intéressant, à un très fort niveau d'addiction, en tout cas de gens avant l'incarcération, qui avaient un très fort niveau d'addiction, que ce soit aux stupéfiants, que ce soit à l'alcool, ce qui est évidemment un petit peu étonnant pour des salafistes, en tout cas, qui se veulent l'incarnation de la vertu.
Je vais un peu plus vite. Donc, sur la stabilité professionnelle, c'est un peu la même chose que la famille. On a affaire à des gens qui sont massivement, relativement instables d'un point de vue professionnel. Un autre élément intéressant, au même titre qu'il y a un discours de psychiatrisation du terrorisme djihadiste, il y a un discours de criminalisation du terrorisme djihadiste. Encore une fois, on n'a jamais demandé à un État s'il était un délinquant. On n'a jamais demandé à un brigadiste des Brigades Rouges s'il était un délinquant. Alors que oui, évidemment que c'était des délinquants. Tout mouvement terroriste est délinquant. Ils ont besoin de braquer des banques pour alimenter leur lutte armée. Donc, ça va de pair. Mais dans le cas des djihadistes, il y a cette idée, ce qui est un discours policier très fort, de dire on a affaire à des gens des cités, à des gens issus des quartiers populaires qui sont tous des petits délinquants, petits ou grands délinquants, et qui auraient viré dans le djihadisme, soit pour se racheter une vertu, soit parce que finalement, ils reconvertissent leur savoir-faire violent dans une cause politique. Eh bien non, nous on ne trouve pas ça, et ça m'a été directement confirmé par un magistrat antiterroriste avec lequel que je connais très bien. Vous avez quasiment 60% des gens, 57%, qui n'avaient aucun antécédent criminel, pas seulement inscrit au casier, aucun antécédent, parce que vous pouvez avoir des antécédents qui ne soient pas inscrits au casier, mais là vous n'avez aucun antécédent criminel. Et vous avez même 70% des gens qui n'avaient pas de dossier de mineurs délinquants. Donc, bien sûr qu'il y en a, hein, je ne dis pas que ça n'existe pas, le profil Koulibaly, c'est un profil qui existe, hein, bien sûr, il y a des djihadistes anciens délinquants, mais en tout cas, ce n'est pas la majorité de l'espèce. Je passe. Alors, un autre élément intéressant, c'est sur la présence dans les pays musulmans ou dans les zones de guerre. Ce à quoi on est arrivé ici, c'est de montrer que le djihadisme est de plus en plus déconnecté de la réalité du monde musulman ou même et a fortiori de la réalité guerrière dans ce monde musulman. Hein, puisque vous avez presque 40% des gens de notre échantillon qui n'ont jamais été dans un pays musulman. De tradition musulmane. On peut très bien être djihadiste, salafo-djihadiste, qui est une idéologie et pas une religion, évidemment, sans connaître le monde musulman. Mais enfin, c'est tout de même un chiffre important. Vous avez une part minoritaire de gens qui ont expérimenté, 40% qui ont expérimenté la réalité guerrière, soit dans leur enfance, c'est le cas souvent pour les Tchétchènes, c'est le cas pour les Algériens, etc., soit en ayant rejoint une katiba, etc. Donc vous avez 60% de l'échantillon qui n'a jamais expérimenté la réalité guerrière. Et ce qui est intéressant, c'est de croiser les moments de l'incarcération avec cette réalité. Donc là, c'est un petit travail stat qui nous a bien amusés. On se rend compte que, vous voyez, c'est ce que je mets, il y a une confirmation croissante de ce détachement entre l'expérience guerrière et l'engagement djihadiste, puisque si 81% de notre échantillon a connu l'incarcération après les attentats de novembre 2015, seuls 25% d'entre eux ont été sur zone de guerre. À l'inverse, alors que notre échantillon compte 16% d'individus incarcérés avant novembre 2015, la première fois c'était après, les 3/4 de ce pourcentage ont fréquenté une zone de conflit. Hein, donc on voit que plus la période évolue, moins les individus ont expérimenté une zone de guerre et sont détachés de la réalité guerrière avec une sorte d'engagement djihadiste à distance. La transmission religieuse, on a 25% de convertis, 75% issus de familles de référence musulmane, et on voit que la transmission religieuse, ça c'est intéressant. Là, je parle de la transmission de la religion, hein, pas du tout du djihadisme, de la religion musulmane, passe majoritairement par la famille, 46%, 27% par les lieux de culte. Le reste étant soit l'Internet, soit les relations amicales, soit la concubine. Mais on voit que la majorité, c'est plutôt la famille et les lieux de culte. Or, on s'aperçoit, alors je saute un peu, que c'est exactement l'inverse en ce qui concerne la socialisation, cette fois-ci au djihad. Puisque la socialisation au djihad passe très majoritairement par l'Internet et les réseaux sociaux, hein, à plus de 70%. La socialisation, on va dire, elle est massivement virtuelle, et également un petit peu par les lieux de culte ou la socialisation amicale. C'est-à-dire qu'on rentre dans le djihad par l'Internet et les réseaux sociaux, on rentre par le djihad et éventuellement par les lieux de culte, ou parce qu'on a des amis qui nous ont conduits, qui nous ont poussés à très peu par la famille, très peu par le militantisme.
hein, sur les 5 modes de socialisation dominants, on voit qu'il y en a 2 qui sont quasiment éteints, c'est-à-dire qu'on ne devient pas djihadiste via la famille, on ne devient pas djihadiste parce qu'on a milité chez les frères musulmans ou autres. Voilà. Vous avez également un sentiment de stigmatisation qui est pas dominant d'ailleurs, hein, puisque vous voyez qu'il est faible ou nul pour plus de 53% des individus et qu'il est véritablement fort pour 25%, qui déclarent ressentir un sentiment de stigmatisation, de discrimination dans un pays comme la France en raison de leur statut religieux, de leurs croyances, etc. Bien évidemment, il est beaucoup plus fort pour ceux qui ont une pratique religieuse affirmée, ce qui est normal, puisqu'une pratique religieuse affirmée induit une visibilité dans l'espace public qui peut induire, hélas, des remarques stigmatisantes, etc. Je passe isolement social. Sur les cadres de pensée, sur les éléments de pensée, là on s'appuie beaucoup sur les éléments des médiateurs du fait religieux, c'est intéressant aussi. On se rend compte que les connaissances religieuses de cette population en prison sont assez faibles, hein, en fait, puisqu'on a 54% de l'échantillon qui ont des connaissances faibles, voire très faibles. Hein, véritablement très faible. Donc vous avez, voilà, et c'est la même chose en ce qui concerne la culture géopolitique, hein, de cet échantillon. 57% de l'échantillon a une culture géopolitique très faible, c'est-à-dire c'est des gens qui sont à peine capables de vous situer la Syrie sur une carte ou d'expliquer quels sont finalement les rapports de force dans la zone du Levant. Donc on voit que le lien entre radicalisation cognitive et radicalisation comportementale, c'est-à-dire radicalisation violente, n'est pas évidemment automatique, loin de là, et qu'on peut être très radicalisé sans avoir automatiquement les idées claires en matière de référents religieux, politico-religieux. Voilà. Pour conclure, puisque je pense que j'ai un peu dépassé mon temps, pour conclure, on a distingué en fait 7 profils de djihadistes. Vous les voyez, on a appelé. Alors, il y a 3 profils dominants qui sont le prosélyte, le désaffilié. Là, il y a marqué en quête de sens. C'est ce qu'on a appelé en fait le désaffilié et l'escapiste. Ce sont les 3 profils dominants. Le prosélyte, c'est celui qui, finalement, a une culture religieuse relativement forte, qui est souvent marié, qui est souvent en couple, qui est souvent extrêmement convaincu par son discours, qui a souvent expérimenté aussi les zones de guerre, etc. C'est évidemment le profil le plus dangereux. Le désaffilié, c'est celui que l'on retrouve chez les individus qui ont les plus grosses fragilités psychologiques, qui cherchent un sens à leur vie, d'une certaine façon, qui sont un peu paumés à tous les niveaux, d'ailleurs, socialement, économiquement, culturellement, etc. Et puis l'escapiste, c'est celui qui cherche à sortir de lui-même, à s'échapper de sa propre enveloppe corporelle pour devenir un autre que soi, hein, un grand guerrier, etc. On retrouve ce que Fethi Bensama avait appelé d'une certaine façon le surmusulman, qui cherche un petit peu à s'inventer une aura guerrière, qui est souvent celui qui se socialise sur les réseaux sociaux, sur Internet, qui regarde énormément Internet et des vidéos djihadistes, etc. Et puis, vous avez 3 autres profils plus minoritaires, le délinquant, le viriliste et l'indigné. Le délinquant, c'est en effet le profil Koulibaly, hein, c'est le délinquant qui se rachète une vertu dans le djihadisme. Le viriliste, c'est un peu comme l'escapiste, mais avec une dimension de prédation sexuelle très prononcée. Hein, c'est-à-dire que c'est souvent quelqu'un, soit qui a un problème avec le sexe, hein, soit qui voit dans le djihadisme la possibilité aussi d'une forme de prédation sexuelle sur zone, ce qui existe. Un élément, mais j'en parle pas trop parce que je ne me sens pas armé pour l'interpréter, mais c'est quand même un élément intéressant qu'avait souligné Anne-Clémentine Larocque également, ou d'autres, c'est le rapport à la mer. Hein. On s'est rendu compte qu'on avait 31% de notre corpus qui avait un rapport qu'on pouvait qualifier de fusionnel avec la mer. Hein, la maman, la mère. Donc, et que, évidemment, dans ce rapport fusionnel à la mer, il y a quelque chose d'assez troublant. Hein. Ce n'est pas seulement un rapport d'amitié forte,
très bien d'aimer sa mère, évidemment, mais parfois, ce sont des gens qui, à 17 ans, dorment avec leur mère leur donne la douche ou le bain, etc. Donc, c'est quand même des éléments un peu troublants. Bon, voilà. Et puis, vous avez 12%, c'est le profil indigné, c'est-à-dire celui qui s'engage parce qu'il considère comme absolument insupportable ce qui arrive à l'Oumma sunnite, qu'il a vu énormément de vidéos des massacres de femmes par l'armée d'Assad ou du Hezbollah, et qui ne peut pas rester inactif et qui va s'engager. Et puis vous avez un dernier profil, qui n'a pas automatiquement fait plaisir à l'administration judiciaire, mais que nous on a qualifié du labellisé, c'est-à-dire celui qui est djihadiste parce que la justice, parce que le parquet national antiterroriste a décidé qu'il l'était. Mais que quand on regarde véritablement à la fois les raisons pour lesquelles il y est, on s'interroge un peu. Alors, évidemment, c'est un profil très minoritaire, c'est une trentaine d'individus sur les 353 que l'on a vus, mais on s'interroge. Hein. Le profil type, c'est le jeune qui a donné 100 € à un de ses copains, et ce copain est parti en zone irako-syrienne grâce à cet argent. Il est poursuivi pour soutien logistique et il prend 3 ans de prison. Bon. Ou le grand-père qui va à la zone irako-syrienne parce qu'il est à la recherche de ses petits-enfants et il se fait attraper par la police turque, il est ramené, départ sur zone, hein, vous savez que c'est pénalisé depuis les lois de 2014, et dès lors, il se prend, je sais pas, 2 ans, 3 ans de prison. Donc là, évidemment, mais donc rien dans le profil ne montre finalement des formes de conviction au salafo-djihadisme. Voilà, je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre écoute. Merci infiniment. Merci infiniment, M. Chrétien, pour cet exposé très clair qui permet finalement d'établir une forme de sociologie du phénomène djihadiste dans toute sa complexité, loin des idées reçues. Et il y en a beaucoup des idées reçues, vous en avez battu quelques-unes en brèche. Alors, moi, j'ai tout d'abord une première question, plutôt en tant que spécialiste de l'islam. Je pourrais vous en poser des tas, mais il faudra quand même que je laisse la place, le temps plutôt à ceux qui voudraient vous en poser. Mais qu'est-ce que l'islamologie peut apporter à la science politique et aux spécialistes de sciences politiques que vous êtes pour comprendre le phénomène djihadiste? Alors notamment, il y a beaucoup, ça se fait notamment dans certains travaux de sociologie, on parle de plus en plus d'islamologie appliquée. Qu'est-ce que ça pourrait vous apporter pour mieux appréhender vos recherches actuelles sur ce phénomène? Oui, alors ça évidemment, c'est une bonne question parce que ça peut être un reproche qui peut être fait sur le mode, enfin, là, vous ne parlez pas arabe, vous ne connaissez pas l'islam. C'est pas un reproche. Non, mais ce qui a été dit, ce qui est dit par certains chercheurs même très très connus à l'encontre de leurs concurrents, mais ce qui se tient, hein, ce qui peut tout à fait évidemment se comprendre. Mais je pense pas que... Alors, je pense que pour faire le travail que nous avons fait, il faut mieux avoir des compétences statistiques, des compétences de sciences sociales et de traitement stat qu'une bonne connaissance des fondements de l'islam, honnêtement. Après, là où je suis d'accord avec vous, c'est que moi, je suis limité sur certaines de mes interprétations. Et j'ai besoin du soutien de gens. Il se trouve que j'ai un doctorant, Bilal Aynin, qui est quelqu'un qui à la fois parle arabe, a une très bonne connaissance des textes, etc., à qui j'ai dû parfois demander de l'aide pour comprendre certaines notions qui revenaient parfois dans la bouche des acteurs et que je ne comprenais pas automatiquement ou que je savais mal interpréter. Donc oui, c'est vrai que ça peut être une utilité. Et moi, je plaide pour des travaux croisés. Alors, de fait, Romain XVI a une bien meilleure formation en islamologie que moi, ce qui a aidé, mais je plaide pour des approches croisées sur ces questions-là, qui fera intervenir des chercheurs en sciences sociales et des spécialistes de l'islam. Mais encore une fois, je considère que le djihadisme c'est une idéologie en même temps que c'est une pratique
de lutte et que c'est peut-être beaucoup plus important d'avoir la boîte à outils du sociologue des mobilisations ou du sociologue de l'action collective et de voir éventuellement quelles peuvent être les comparaisons à établir avec d'autres formes d'engagement violent qui n'ont rien à voir avec l'islam politique que d'être un spécialiste. Mais les deux, évidemment, seraient parfaits. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Oui, effectivement, et c'est d'autant plus intéressant ce que vous dites que l'islamologie actuelle tend de plus en plus aussi à une forme d'interdisciplinarité, puisque les sciences sociales font aussi les sciences sociales, les sciences sociales sont aussi mobilisées par les islamologues, enfin, par certains tout au moins. J'ai une deuxième question, et puis je laisserai la place, le temps plutôt, ou l'opportunité à ceux qui voudraient en poser le faire. Alors, vous connaissez sans doute l'ouvrage d'Hakim El-Karoui et de Benjamin Odaye, Les militants du djihad. Alors, d'après, ces deux auteurs proposent un double scénario pour l'avenir du djihadisme, puisque Daesh a échoué. Le premier, selon les deux auteurs, serait que l'Europe pourrait devenir un véritable théâtre d'avenir pour le djihadisme. Le deuxième scénario, pour eux, serait que le djihad violent tendrait plutôt à se transformer en une sorte de djihad idéologique. Alors, que pensez-vous de ces deux possibilités? Est-ce que vous êtes d'accord avec ces deux scénarios? Je serais absolument incapable de faire des analyses prospectives sur le sujet. Ce qu'on voit en tout cas très clairement, c'est que le déclin de l'État islamique au Levant a quand même totalement asséché les départs sur zone, ainsi d'ailleurs que les retours. Contrairement d'ailleurs à ce que disaient bien des spécialistes des services de renseignement qui prédisaient des départs sur zone massifs, etc., il n'y en a quasiment plus, il n'y en a même plus je crois qu'il n'y en a pas eu un seul depuis le début de l'année civile. Donc on voit bien que voilà, la force de l'engagement djihadiste tenait beaucoup à la séduction du projet califal mis en place par l'EI. Ça veut pas dire, et vraiment, l'EI a mis en place un projet particulièrement séduisant, parce qu'il y a eu d'autres expériences djihadistes, ou en tout cas d'autres expériences islamistes armées, qui n'ont pas du tout eu la même attractivité. Je pense évidemment aux GIA. Les GIA en Algérie, alors qu'on a en France une immigration algérienne qui est quand même massive, les Algériens français qui sont partis se battre au GIA, ça se compte sur les doigts des deux mains. Alors que vous avez eu des centaines et des centaines de Français qui sont partis se battre en Syrie, dans une terre où la plupart savaient à peine où elle se situait. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il ne suffit pas qu'il y ait une expérience de lutte armée pour qu'elle soit attractive. Il faut que cette expérience de lutte armée soit singulièrement attractive. Et qu'est-ce qui faisait de l'État islamique le fait que c'était singulièrement attractif? C'est que c'était un conflit sunnite-chiite, ce qu'on ne retrouvait pas du tout en Algérie. Deux, qu'il y avait les réseaux sociaux et l'Internet, et donc il y avait des images, ce qui n'était pas le cas de la IS ou des GIA dans les années 90, où il n'y avait pas d'images. Et trois, que l'État islamique, c'était des winners, alors que les GIA, c'était des losers, pour le parler un peu vulgairement. C'est-à-dire que les GIA, tout le monde savait qu'ils allaient se faire écraser, en tout cas tous les Algériens de France savaient qu'ils allaient se faire écraser par l'armée algérienne. Alors que l'État islamique a quand même tenu la dragée haute à certain nombre d'armées, y compris occidentales, pendant relativement longtemps sur une zone absolument immense, en créant un projet califal qui était particulièrement séduisant. Donc moi, je considère qu'en effet, l'extinction de ce projet califal fait que je suis peut-être trop optimiste, mais je ne vois pas un avenir, en tout cas immédiat, à un type de djihadisme tel qu'on l'a connu. Il peut y avoir un djihadisme plutôt Al-Qaïda, transnational, qui s'opérerait hors d'Europe, mais encore une fois, je suis très mauvais en pronostics électoraux, je me gourre à chaque fois, donc a fortiori sur ces questions-là. Voilà. Merci. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle ou sur Zoom, en ligne? N'hésitez pas, on a encore quelques minutes. Vous avez la parole, n'hésitez pas. Peut-être qu'il y a des questions. Oui. Alors, merci, Monsieur Crétier, pour cette présentation et ces segmentations. C'était passionnant. Je voudrais revenir sur le cheminement de sociabilisation. Ouais. La socialisation des types dans votre échantillon sur l'arrivée dans l'écosystème djihadiste en ligne
par quel site, quelle recherche, quel cheminement. Ouais. J'imagine que l'échantillon étudié a pu entrer dans cet écosystème à une période où les plateformes n'étaient pas encore dans leur plein potentiel. Non, j'ai pas plein potentiel intervention. Ah oui, intervention. Ah oui, c'était voilà. De Laurence Bindner, de Diadoscope. Voilà. Oui, alors, Laurence, enchanté. Je saurais difficilement vous répondre précisément sur le type de site. Ce que l'on voit, c'est qu'on a fait la distinction d'ailleurs entre ceux qui s'étaient radicalisés d'une certaine façon tout seuls face à Internet et ceux qui s'étaient radicalisés via majoritairement les réseaux sociaux ou ceux qui se radicalisaient via les deux conjointement. Mais je ne saurais pas vous dire véritablement quel site et quel type de réseaux sociaux. Je sais que le réseau Twitter, il y a une belle thèse qui a été soutenue par une collègue canadienne récemment. J'étais dans son jury de thèse à l'Université de Montréal sur la radicalisation via Twitter, qui était relativement intéressante, qui reposait sur un très très gros corpus. Mais voilà, je ne saurais pas dire. Par contre, ce qui est vrai, enfin ce qui nous a beaucoup marqué, c'est à quel point ce mode de socialisation au djihad, qu'on va qualifier de virtuel, est actuellement totalement dominant. Hein, totalement dominant, et à quel point, me semble-t-il, en tout cas, moi je suis sociologue du politique, je ne suis pas professionnel de la politique, mais si j'étais, on va dire, ministre ou en charge, il me semble qu'une des façons de limiter peut-être ces phénomènes de radicalisation, ça serait, ça pose des problèmes en termes de liberté publique, mais d'avoir un contrôle beaucoup plus accru sur les réseaux sociaux et l'usage que l'on fait de l'Internet. Merci. Alors, je vois qu'il y a une question. Mohamed, tu as la parole. Oui. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette présentation très riche qui nous apprend un peu plus comment comprendre les motivations de personnes qui sont parties au djihad. Mais il y a une chose qui me questionne, c'est dans tout ce tas de personnes avec les différentes catégories, quel est leur imaginaire ou espoir eschatologique? Non, je pense qu'il a répondu vite fait. Oui. En fait, non, vous avez raison, c'est une vraie question, mais sur laquelle, bon, je pense que le second intervenant vous en dira beaucoup plus que moi sur les imaginaires eschatologiques, puisque c'est précisément l'objet de son intervention. Moi, j'ai pas grand-chose automatiquement à vous dire. Ce qu'on voit très clairement, c'est que l'immense majorité d'entre eux sont des soutiens de l'État islamique, se réfèrent à une idéologie salafiste. Alors, ce qui est très dommage, mais ça je l'ai fait remonter à la mission de lutte contre la radicalité violente, c'est que sur les fiches des médiateurs du fait religieux, il y a très peu de choses sur les éléments liés au complotisme ou liés à l'antisémitisme. Et c'est quasiment absent. Donc, comme si finalement cette question du complotisme ou cette question de l'antisémitisme, qui relève aussi d'une forme d'eschatologie, en tout cas d'une réflexion eschatologique, ne se posait pas. Et quand j'ai interrogé des médiateurs de fait religieux, ils m'ont dit non, mais en gros, ils sont tous antisémites, donc on n'a même pas besoin de le mettre. Oui, mais bon, on aurait aimé avoir un petit peu plus quand même de détails sur le niveau d'antisémitisme, comment ils s'exprimaient, etc. Pareil pour le complotisme. Donc, parce que quand vous parlez avec eux, en tout cas quand vous êtes en entretien, aucun ne se dit complotiste. Au contraire, ils mettent ça véritablement à distance. Et d'ailleurs, pour eux, les complotistes, c'est plutôt les chiites qui sont tous complotistes, etc. Donc, ce qui est déjà en soi une réflexion complotiste. Bon. Mais voilà, je peux pas tellement vous en dire plus. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas une autre question, alors ce sera la dernière, et puis on passera à la suivante. Allez-y, vous pouvez poser votre question. Oui, bonjour. Vous avez donné un certain nombre de points statistiques sur les différents profils. Est-ce que vous auriez également des éléments pour appréhender un petit peu ce qu'on met dans ce paquet un peu global d'ANT? Vous l'avez dit, parfois certains ont été condamnés pour avoir donné un billet de 100 €, des mamans qui ont donné 200 € pour subvenir aux besoins de leurs enfants sur zone, les grands-pères partis chercher leurs petits-enfants également arrêtés en Turquie.
Est-ce que par rapport à l'ensemble des cas que vous avez pu étudier, vous avez pu faire des statistiques sur ceux qui avaient été véritablement condamnés pour des faits de violence, de djihadisme, d'autres ceux qui étaient simplement partis sur zone, ceux qui avaient apporté des... Alors oui, je les ai, les chiffres, je ne les ai pas mis là, mais c'était un peu long parce qu'il y a plein de choses que je n'ai pas pu mettre. Mais en effet, c'est une très très bonne question. L'infraction AMT, même les magistrats la qualifient un peu d'infraction fourre-tout. On met vraiment absolument tout dedans. Et on a les statistiques des gens qui sont poursuivis pour... Alors en gros, vous avez AMT atteinte aux personnes, AMT atteinte aux biens, AMT soutien logistique, AMT départ sur zone, AMT projet de départ sur zone, puisque c'est aussi pénalisé, hein, le projet de départ sur zone, ce qui est quand même déjà en soi une rupture avec la logique du droit pénal, puisque normalement, en théorie, le droit pénal, c'est que vous avez commis une infraction bien identifiée. Là, on projette que vous allez peut-être faire une infraction. Hein, et déjà, en soi, c'est pénalisé. Bon. Donc, sur ces 5 AMT, ces 5 qualifications d'AMT, l'AMT atteinte aux personnes, qui serait, on va dire, la plus grave, elle est tout à fait minoritaire. Donc, je n'ai pas les chiffres en tête, je ne vais pas vous dire des bêtises, je les ai dans le rapport qui va être publié là, prochainement sur le site de la direction de l'administration pénitentiaire, qui sera en accès libre, donc vous pourrez aller voir. Mais vous avez raison, c'est très fourre-tout et vous avez massivement des gens qui sont poursuivis pour départ sur zone, pour projet de départ, et pour soutien logistique. Il y a une infraction AMT qui n'est pas qualifiée ici parce qu'elle n'est pas du ressort centralisé du CNAT, mais elle est du ressort des différents parquets locaux, c'est l'apologie. Hein, l'infraction pour apologie de terrorisme qui ne fait pas partie des AMT qui sont centralisées ici. Même s'il y a souvent, en plus de l'apologie, qui est soulignée par les magistrats instructeurs. Voilà, mais là où vous avez raison, c'est que c'est très fourre-tout. Et je pense que les atteintes aux personnes, c'est même pas 20% du corpus. Donc sur les 353 bonhommes qu'on a vus, en fait, vous avez moins de 20% qui sont vraiment des assassins, quoi. En tout cas des potentiels assassins. Enfin non, des assassins, parce que des potentiels assassins, oui, peut-être que ceux qui partent sur zone avaient comme ambition de le devenir.